Téléspectateurs de Monde TV, bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre plateau Entretien Brut, le plateau qui fait un décryptage de l'actualité. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Le plateau qui regarde un petit peu ce qui se passe à l'horizon, je l'emmène ici sur le plateau, ou nous l'amenons ici sur le plateau avec des confrères journalistes, des invités, des spécialistes, des gens qui s'y connaissent sur le sujet qui va être abordé, qui vont être abordés sur ce plateau. Voilà, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir encore une fois, c'est pas une première pour lui, il s'agit de Monsieur Binettelli, il est leader d'opinion, membre du consortium des organisations civiques et patriotiques de jeunes et de femmes, COP-JF. Monsieur Binettelli, bienvenue, bonjour. Bonjour Fadima, bonjour à la télé Mandine TV. C'est un plaisir d'être là encore une fois. Et j'espère que voilà, les échanges seront vraiment enrichissants. Merci de votre fidélité, Monsieur Telli. Deuxième invité sur ce plateau est Monsieur Yacouba Kane. Il est spécialiste en communication pour le changement social et comportemental. Il est aussi le président et fondateur de Remakos. Monsieur Kane, bonjour. Bonjour Falima. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci de votre disponibilité. C'est tout à fait normal et c'est un honneur quand même de venir participer à cette émission et partager les plateaux avec vous et mon frère M. Telli, ou du moins mon fils. C'est le Mali, le cousinage, les codes sociaux. Hein. Vous voyez très bien qu'on se taquine, c'est ça qui rend très agréable le pays. Les sujets aujourd'hui, on va parler notamment en premier sujet l'augmentation des prix du carburant, voilà, qui a été annoncé et qui est même effectif depuis quelques jours maintenant. Deuxième sujet, on va revenir sur le point de presse de Madame la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, notamment sur l'annonce de la création de 65 503 emplois en 2025. En troisième sujet, on va essayer de se pencher là-dessus. C'est pourquoi on a M. Kane sur ce plateau qui va nous développer davantage ce sujet sur le coût élevé des connexions, d'appels et de courte durée, des forfaits, entre autres. On a un sujet régional. Il s'agit du Sénégal, notamment de cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, les Lions de la Teranga ont présenté la Coupe lors du match amical qui s'est déroulé à Paris sur la pelouse du Stade de France contre le Pérou. Voilà, téléspectateurs. Sans plus tarder, messieurs, si vous le voulez bien, on va aller avec nos sujets. Premier sujet, augmentation du prix du carburant. Voilà, depuis le 28 mars 2026, les prix du carburant ont été augmentés à la pompe. Quand même, on peut dire que les Maliens, les Africains, le monde entier s'y attendait, avec notamment la guerre qui se passe au Moyen-Orient. Mais qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par vous, M. Telli. D'accord, merci encore une fois, Fadima. Comme vous l'avez dit tout de suite, on s'y attendait. Pratiquement tout le monde s'y attendait parce que avec la guerre imposée par les États-Unis sur le monde aujourd'hui, parce que ce n'est pas uniquement l'Iran, c'est pratiquement tous les États du monde qui sont impactés par cette guerre. Et cela a engendré la fermeture de Détroit, de Dormouz, où pratiquement il y a 20% de pétrole qui viennent par ce détroit-là. Donc, avec la fermeture du détroit, on s'attendait à ce qu'il y ait au moins des soucis par rapport au ravitaillement en termes de combustible, en termes de carburant. Et maintenant, par rapport à l'augmentation du prix, c'est général. On se dit que dans tous les pays, pratiquement, aujourd'hui, le prix, ça varie souvent. Mais ça a tendance à se généraliser, mais on a quand même des pays qui, c'est pas encore le cas. Malgré que l'État continue à subventionner à hauteur de 3 milliards, malgré cette subvention, le prix a considérablement monté. Donc, mais vraiment, c'est une chose qui va beaucoup, dans les jours et les semaines à venir, qui va beaucoup impacter de façon négative sur l'économie du Mali. Voilà, parce que pratiquement le pétrole, le carburant, c'est le nerf aujourd'hui. D'abord, la première société qui est même impactée aujourd'hui, c'est l'EDF, qui était déjà même plus impactée, qui était même blessée. Et on vient ajouter encore d'autres problèmes. Parce qu'avec le gasoil qui est
qui est aujourd'hui, le prix est plus monté au niveau du gasoil que de l'essence, parce qu'on est à hauteur de 200 et quelques francs sur le gasoil, qui est pour la première fois, soit très généralement, c'est l'essence qui est sans plomb, qui est au-dessus du gasoil. Mais aujourd'hui, on voit que le gasoil est au-dessus de l'essence. Donc, c'est vraiment, ça va beaucoup jouer sur tous les secteurs, que ce soit le transport, que ce soit tout ce qui est consommable, que ce soit l'énergie. Pratiquement tous les secteurs seront impactés par cette décision. Oui. Voilà. Monsieur Canet, aussi votre observation, ça va dans le même sens. Mais en même temps, il y a des pays qui n'ont pas appliqué. La Côte d'Ivoire qui est tout près, pourtant on achemine beaucoup du carburant de la Côte d'Ivoire au Mali. C'est vrai que chaque pays essaye aussi d'avoir sa stratégie. C'est sûr qu'il y aura des fluctuations de prix dans les jours et trucs à venir. Vous êtes quand même quelqu'un qui observe beaucoup la société, l'impact et tout ça. Votre ressenti par rapport à peut-être votre observation, hein, on va même dire par rapport à l'augmentation des prix du carburant. Le début de cette guerre-là, une guerre imposée, on savait que ça allait jouer forcément sur les prix de l'hydrocarbure. Comme il a si bien dit aussi, c'est quelque chose qui est général. Voilà. On a vu que même que ce soit en Europe ou aux États-Unis, tout le monde crie. Bon, le Mali, déjà nous on était dans un autre problème qui était un problème de rupture en carburant. Bon, ajouté à la guerre qui se joue maintenant entre les États-Unis et l'Iran, ça ne facilite plus la tâche. Donc, le gouvernement, quand même, on sait qu'il y a des subventions et on va quand même espérer, voilà, qu'il essaie toujours peut-être d'augmenter cette cagnotte-là pour quand même soulager les peuples maliens. Parce que déjà, on commence à sentir, parce que hier, il y a pratiquement la plupart des compagnies de transport ont augmenté de façon tellement vertigineuse, c'est pas possible. Il y a des villes où les transports étaient à 6 000 qui sont venus à 9 000 francs, 3 000 francs de rajout. Il y en a même qui m'ont appelé de Koutchala, et il y a même des rajouts de 5 000 francs sur certains transports. Donc vraiment, c'est pas tenable pour le peuple. Donc on espère sur l'accompagnement de notre autorité pour pouvoir soulager toujours le peuple malien. Justement, l'impact sur le portefeuille des citoyens, parce que c'est celui qui subit pleinement. Hein, voilà, la classe assez nantie et autres ne va pas vraiment. Mais le citoyen malien, l'impact et tout, qu'est-ce qu'on peut craindre quelque part par rapport à cette flambée de prix du carburant? Ça va faire un coût, notamment à l'économie, un coût au portefeuille, un coût au budget. Les salaires ne vont pas augmenter, hein, mais par contre, les charges vont augmenter. Mais qu'est-ce qu'il faut craindre, M. Telly? Oui, mon frère vient de le dire tout de suite. Il y a déjà le prix du transport qui, certaines compagnies se sont permis d'augmenter le prix du transport. Chose qui est, mais en rentrant tout de suite, j'ai lu un communiqué du ministère du Transport qui a demandé à toutes les compagnies de respecter les prix qui ont été fixés. S'il y a peut-être un prix qui sera majoré, peut-être ça sera fait de façon collégiale. Il ne faut pas qu'une compagnie décide d'elle-même de fixer un prix ou d'ajouter, de majorer un prix. Au niveau des stations, plutôt? Non, au niveau des compagnies de transport. D'accord. Les compagnies de transport, même au niveau il y a la direction de la concurrence et du commerce qui a aussi fait un communiqué pour demander à tous ceux qui sont dans le domaine du commerce de faire attention, de ne pas augmenter le prix. Donc, comme vous l'avez dit tout de suite, c'est vrai, les plus nantis, on se dit que les plus nantis ne vont pas le sentir, mais vont le sentir en réalité. Hein. Tout le monde va sentir ce hausse-là en réalité. Parce qu'aujourd'hui, les salaires ne vont pas augmenter. Le salaire est fixe déjà, mais les charges vont augmenter. Donc, on espère que les autorités vont avoir vraiment des directives vraiment qui vont permettre aux compagnies et à tous ceux-là qui évoluent dans le domaine pour qu'au moins que nous puissions. C'est vrai, on ne dit pas que nous adhérions, mais c'est un cas général, donc on est obligé de faire face pour qu'on puisse sortir de cette situation. Mais même si certains disent que les Maliens adhèrent et apprécient, c'est vrai, on adhère parce qu'on est obligé, c'est un cas aujourd'hui, on est obligé de l'affronter. Ce n'est pas un cas individuel où c'est le Mali seul qui est impacté, mais c'est pratiquement tous les États qui sont pratiquement impactés. Donc, sur ce plan-là, on est obligé, on va essayer de serrer la ceinture pour qu'au moins espérer qu'il y ait un accord entre l'Iran et les États-Unis et que le détroit de Dormouz puisse au moins être libéré pour que le prix du baril puisse revenir à la normale
Et si le prix du baril revient à la normale, c'est ce qui est sûr, le prix à la pompe sera aussi, va chuter, va revenir à la normale. En tout cas, on observe ça de très près. On voit que les États-Unis, avec l'Iran, ils essayent de trouver un peu un terrain d'entente. La volte-face même des Américains est très surprenante parce qu'on avait vu Trump vraiment aller à cheval. Tous ces jours aujourd'hui, parce que je vois qu'il y a une interview de Trump qui a annoncé. Tout à fait. Et vraiment des décisions décisives. Tout à fait. Et puis il y a même le Premier ministre britannique aussi qui doit aussi intervenir aujourd'hui. Donc on craint. Parce qu'on ne sait pas finalement ce qui sera décidé. Des avions de chasse, des avions de guerre ont été vus aujourd'hui. Voilà, donc rien n'est sûr avec Trump. C'est vrai. Pour terminer ou bien... C'est vrai. Non, arrêtez ce qu'il vient de dire. C'est vrai, j'ai vu aussi cette annonce où je pense que c'est à 1h du matin qu'il doit s'adresser aux Américains, peut-être au reste du monde. Maintenant, c'est les deux cas. Soit c'est une escalade, soit on va encore augmenter, soit peut-être il y aura... Les Iraniens disaient l'autre jour qu'ils sont prêts pour des combats au sol, ils sont déjà prêts. Est-ce que les Américains vont aller jusqu'à ce niveau? Est-ce que peut-être il y a un accord qui a été déjà peut-être préparé? Parce qu'on sait que le Pakistan et la Chine ont fait une proposition aux deux nations, voire même les trois, parce qu'il y a l'Israël qui est avec les États-Unis pour qu'on puisse sortir de cette crise. Parce qu'en réalité, cette crise n'arrange personne en réalité. Histoire de trouver un compromis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les pays africains doivent pouvoir faire? Parce qu'on a l'impression qu'on subit seulement et on reste totalement à la merci. Mais est-ce que parce qu'il y a des spécialistes qui disent que certains pays africains, dans les stratégies géopolitiques, pouvaient quand même jouer sur ça. Parce que qui parle de géopolitique parle aussi d'économie, parle aussi de vision par rapport à tout ça. Mais est-ce que vous pensez que les pays africains doivent toujours subir, et cette fluctuation de prix, on l'a cette fois-ci, comme vous venez de le dire, si jamais il y a une escalade encore de violence, de parti pris entre ces deux pays, donc on va rester là à subir encore. Bon, on espère que nos dirigeants vont essayer de prendre le taureau par les cornes pour qu'au moins, c'est vrai, c'est une guerre, comme je l'ai dit tantôt, qui nous a été imposée par les États-Unis, par la seule volonté de l'Israël et des États-Unis. Mais maintenant, comment faire face? Comment essayer de trouver des solutions? Peut-être ce sera peut-être un tremplin pour nos dirigeants, pour essayer de réfléchir, pour que nous puissions, sinon par rapport à l'influence, pratiquement ils ne sont pas nombreux les pays africains qui peuvent influencer les décisions des États-Unis, parce que les États-Unis aujourd'hui, avec l'homme qui est à la tête des États-Unis, et même l'organisation qui regroupe toutes les nations du monde, qui est l'ONU, les États-Unis s'en foutent de l'ONU aujourd'hui. Voilà, donc un seul pays ne peut pas demander à Trump de s'arrêter. Trump même menace de quitter l'OTAN parce que l'OTAN n'a pas voulu le soutenir. Donc c'est à nous dirigeants aujourd'hui de réfléchir, d'essayer de voir, de se mettre ensemble pour qu'au moins dans des cas similaires ou les cas à venir, que nous puissions ne pas être impactés. Monsieur Khan? Oui. En fait, moi, j'abonde dans le même sens, mais moi, je dirais plutôt qu'on doit s'y réadapter. Parce qu'à vrai dire, les guerres ne vont plus cesser. Donc, chaque pays doit vraiment avoir de bonnes stratégies pour pouvoir parer à ce genre de situation. Effectivement, on l'a toujours dit, le Mali, il y a du pétrole au nord. Il y a beaucoup de pays africains qui ont du pétrole. Pourquoi ne pas aller vers ça? Il faut qu'on essaie d'exploiter aussi nos sous-sols. Il ne faut pas qu'on soit toujours lié à ces pays-là. Parce que comme je l'ai si bien dit, c'est sans détour qu'on sait que les guerres ne vont plus cesser. Parce que les lobbies des usines qui fabriquent les armes est tellement puissant que ce n'est pas possible. Donc raison pour laquelle chaque pays doit avoir des stratégies. Quand même essayer de prévoir ce genre de situation. Il ne faut pas être là à gérer les cas par cas. Il faut quand même essayer d'être stratège, mettre des stratégies. Et pourquoi, avant peut-être l'exploitation de nos sous-sols, pourquoi ne pas agrandir nos réserves? Parce que même si on avait ça, on n'allait pas être confronté aux problèmes qu'on a connus. Voilà, comme M. Telly l'a dit, il y a des Maliens, quand on a vu que sur l'ORTM que les Maliens adhèrent, c'est vrai, les gens adhèrent, ce n'est pas par gaieté de cœur. Voilà, mais souvent on dit aussi que même si c'est cher, que ça soit cher, cela vaut mieux que ça ne soit vraiment pas disponible aussi. Parce que si on parvient à avoir de l'essence, même à un coût élevé, ça vaut mieux quand même que de ne pas l'avoir.
Et on sait que ça va forcément jouer sur l'économie parce que ce n'est pas uniquement l'EDM. Aujourd'hui, on sait qu'il y a manque d'électricité. Donc l'alternative quand même, c'est les groupes électrogènes, tout. Mais si les carburants aussi augmenté, forcément ça va jouer sur toute l'économie. Ça c'est clair et net. Voilà. En tout cas, on va regarder ça de très près et puis voilà, on va suivre. En tout cas, il y a des spécialistes aussi qui disent que face à cette guerre, quand même, il y a un mutisme des dirigeants africains. Les dirigeants africains n'ont pas porté la voix tant que ça. Voilà, on a vu l'Union africaine qui est là, avec d'autres dirigeants. Je pense que peut-être c'est aussi l'opportunité de nos dirigeants africains de porter leur voix et faire comprendre sur la scène internationale qu'on est aussi impacté. Donc, on a aussi un avis à donner par rapport à cette guerre. Bon, maintenant, après, c'est de la géopolitique, c'est question de coopération entre les États. En tout cas, on regarde ça de très près. Voilà. On va sans plus tarder aller à notre deuxième sujet. Il s'agit de l'annonce faite en date du 27 mars 2028, un point de presse même on dira, de Madame le ministre de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Madame Oumou Salsek, qui annonçait voilà la création en 2025 de 65 503 emplois. Ça a quand même été un petit bruit. Oui. Les Maliens ont un petit peu été interloqués face à cette annonce. D'autres en ont approuvé et d'autres peut-être pas. Vous approuvez ou pas, M. Telly? Vous le ressentez? Non, en réalité, moi j'étais surpris. Quand même. Oui, j'ai été surpris par l'annonce parce que moi je suis resté sur ma faim. J'aurais voulu. C'est vrai, elle a parlé de recrutement qui a été effectué au niveau de la fonction publique. Cela est vérifiable. Parce qu'il y a que des fonctions publiques. On parle il y a les fonctions publiques des collectivités, il y a les enseignants, il y a la fonction publique de l'État, il y a au niveau de l'armée. Il y a un recrutement massif qui a été fait, surtout cette année. Mais sur le plan, dans le secteur privé, en réalité, c'est un peu difficile de situer les choses. Voilà, donc ça aurait été même plus mieux de sa part de nous dire c'est dans quel secteur et quel secteur. Il fallait être plus spécifique pour situer les gens, parce qu'en réalité, dire qu'il y a eu 65 000 et quelques emplois qui ont été créés, et qu'il y a eu à peu près 32 et quelques mille qui ont été perdus. Quand on fait la soustraction, ça reste, je crois, 60 et quelques mille emplois qui ont été créés. Mais en réalité, aujourd'hui, elle nous fait croire un peu qu'aujourd'hui, c'est l'une des rares fois, ces 5 dernières années, où c'est l'année où il y a eu plus d'emplois qui ont été créés. Maintenant, ce qui est important de savoir est que le taux de chômage aujourd'hui, les jeunes qui sont chaque année, il y a plus de 200 à 300 000 jeunes qui sont prêts pour aller, qui sont sur le marché des emplois. Maintenant, 65 000, c'est très peu. Même si les 60 000, admettons que c'est vrai parce que ça vient d'une autorité, nous restons ainsi. Nous restons quand même sur notre fait, mais peut-être avec d'autres démarches, peut-être on verra si le ministère va communiquer sur ces emplois qui ont été créés dans quel secteur. Si c'est les EPA, ou bien si c'est peut-être des entreprises privées qui ont donné des informations. Mais quand même, il faut comprendre que dans le monde, aucun pays n'essaie de développer à travers la fonction publique. Il faut mettre l'accent, il faut donner la priorité au secteur privé. Il faut prioriser la création d'entreprises, il faut prioriser l'avènement, l'implantation des usines. C'est extrêmement important que de donner la priorité aux emplois bureaucrates. La bureaucratie ne peut pas englober tout le monde. C'est une réalité. C'est 300 000. Il y a combien pratiquement aujourd'hui au niveau de la fonction publique des collectivités? Souvent pour les anciens, il n'y a que 200 ou 300 places pour combien de postes là. Donc c'est vraiment, c'est ma petite contribution. Si peut-être on veut aspirer à ce que voilà qu'il y ait moins de chômeurs au Mali, il faut vraiment prôner le secteur privé, mettre l'accent sur les entreprises privées et les usines, les aider à s'implanter en réduisant un peu la fiscalité pour que les usines puissent fonctionner. D'accord, merci beaucoup, M. Telly. Un petit mot peut-être. Oui, je rejoins quand même carrément mon frère Telly, voilà, parce que moi je dirais plutôt souvent il faut voir aussi la qualité des emplois créés.
Parce que quand on dit que 65 000 et quelques emplois ont été créés, c'est dans quel secteur? C'est quel genre d'emploi? Et comparé aux emplois qui ont été perdus. Parce que quand on essaie de faire un peu de comparaison, quand même on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi dans le monde des ONG, voilà, dans beaucoup de structures privées. Bon, maintenant on sait aussi qu'en longueur de journée, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent. Peut-être qu'ils comptabilisent tout ça. Voilà, quand tu vas à l'API, en longueur de journée, il y a au moins ça, des dizaines d'entreprises qui se créent. Mais est-ce que ces entreprises-là sont fonctionnelles? Il faut voir tous ces côtés-là. Mais comme l'information est venue des autorités, donc on ne peut que nous fier à ces informations. Et on va quand même espérer. Ce n'est pas juste de créer les emplois, mais aussi accompagner ceux qui ont créé ces emplois-là. C'est ce qui manque au Mali. Il y a beaucoup de personnes qui créent leur entreprise, mais il n'y a pas de mesures d'accompagnement du côté de l'État. Et puis, ils sont souvent tellement barrés. Chaque fois, moi, je pense que j'ai eu à faire des interventions sur ça. On crée des entreprises, même pour pouvoir payer les taxes. Souvent, pour avoir ton NIF, on te demande de payer 300 000 pour quelque chose qui est gratuit. Donc l'État doit jouer son rôle par rapport à tout ça. Les gens veulent vraiment aller vers l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas facile. Il y a trop de blocages. Voilà. Merci beaucoup. Il y a quand même des gens qui ont pu dire qu'avec le départ des investisseurs, même s'il y a eu création d'emplois, est-ce que effectivement c'est un peu ce que vous avez un peu souligné, c'est la viabilité, de ces emplois et notamment savoir dans quel secteur il y a eu de l'emploi. Mais quelque part aussi, on a essayé de savoir un petit peu, mais c'est surtout ce qui a été annoncé pendant le discours de Madame le ministre. Elle a sorti un mot qui est quand même assez... qu'on peut compter, il s'agit de redevabilité. Elle est allée dans une approche de redevabilité. Parce que nous, les journalistes, on était dans la salle, on s'est dit, bon, point de presse, c'est vrai, on n'aura pas l'occasion de poser des questions, mais on espère que Madame le ministre nous donnera d'amples informations. C'est une ministre quand même qui essaye d'être sur le terrain, qui essaye de se démarquer. Elle est tout le temps tambour battant en avant pour faire des choses. Mais est-ce que ce n'était pas plus une démarche de redevabilité, plus voilà. Est-ce que la démarche de redevabilité a été assez fluide ou pas? Non, bon, en réalité, au lieu du point de presse, c'est vrai, le gouvernement a instauré ça depuis un moment. Les ministres passent souvent pour le point de presse pour donner les informations, comme vous venez de le dire, la redevabilité. Mais l'idéal, c'était d'en faire une conférence de presse, de laisser les gens parler, de laisser les gens poser des questions. Parce que ce que j'ai dit tout de suite, je suis resté sur ma faim parce que les secteurs aujourd'hui, les gens font peut-être, tout le monde essaie de donner son avis là-dessus pour dire peut-être c'est dans tel secteur, peut-être c'est dans tel secteur. Mais l'idéal, c'était de donner des chiffres justes avec des secteurs ou des secteurs pourvoyeurs d'emploi. Et peut-être ça allait même donner d'autres idées à d'autres gens d'essayer de créer des entreprises dans ce secteur-là. Parce que les gens vont se dire qu'aujourd'hui, quand tu crées des entreprises dans ce secteur, peut-être voilà, tu pourras un peu avoir l'accompagnement même de l'État. C'est important. Mais cela n'a pas été fait. Sinon, en réalité, les 65 000, peut-être, même sur la page, moi, après la conférence de presse, je suis parti sur la page du ministère. C'est pratiquement les mêmes informations. Ça n'a pas été élucidé. On ne nous a pas dit. Peut-être à part la fonction publique où on parle de 40 000. Les autres là, le secteur privé, ils n'ont pas été vraiment très explicites par rapport à ça. Donc l'idéal est de permettre aux gens, peut-être avec le point de presse qui est fini, peut-être les questions, les interrogations faites par les gens ces dernières 48 heures. Je sais que le ministère va peut-être donner des informations complémentaires pour essayer d'éclaircir la lanterne du citoyen malien. Ça fait aussi un petit peu de bruit avec le ministre de l'économie et des finances quand il a quand même fait certaines annonces comme quoi l'économie malienne se portait bien. Bien sûr, nous, les journalistes, on s'est dit oui, ça se porte bien, mais le portefeuille ne se porte pas notamment très très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant dans ces points de presse? Peut-être il faut un petit peu plus, comme M. Telly vient de le dire, donner d'amples informations aux citoyens. En tout cas, la démarche, elle est quand même appréciée.
insuffisante, on pourra dire, mais appréciée, améliorer davantage. On va aller sur notre troisième sujet, téléspectateurs Normandie TV. Voilà, sur le plateau, j'ai M. Bineteli et M. Yacouba Kane, leader politique et spécialiste en communication pour le changement social et comportemental. Voilà. Notre point, il s'agit légèrement de l'actualité ou c'est une actualité constante. Voilà, c'est peut-être le coût élevé de connexion. On voit de plus en plus sur les pages, les réseaux sociaux, les commentaires. Et notamment, il n'y a pas plus tard que quelques mois sur l'histoire qu'on a pu voir à une affaire de taxes, non-taxes, les 0,1%, qu'un opérateur qui travaille à partir des opérateurs mobiles qui ne voulaient pas du tout prélever sur les gains du client. Voilà, ça a été l'élément peut-être déclencheur davantage, mais beaucoup de citoyens avaient déjà en arrière-tête comme quoi le coût élevé de connexion sur le territoire malien en comparaison avec un petit peu ce qui se passe dans la sous-région et coût d'appel, durée. On a aussi beaucoup vu Monsieur Cadet, qui est quand même spécialiste en communication pour le changement social. Donc, vous êtes toujours dans cette même veine-là et comportementale qui vraiment est très à cheval là-dessus. Alors, l'engagement, c'est quoi? Vous voulez réellement changer les choses? Vous voulez que les Maliennes et Maliens en prennent conscience, qu'on ait des prix alignés avec la sous-région? Développer ça, on veut savoir. C'est aussi ça, tout l'intérêt de vous avoir sur ce plateau. Merci pour l'opportunité. Quand même, comme vous l'avez si bien dit, c'est un sujet d'actualité. Au fait, comme vous l'avez si bien dit, tout a découlé quand même de la décision de la direction nationale du commerce et de la concurrence par rapport à l'affaire Wave. Certes, on était déjà dans la lancée parce qu'on voyait... voilà, parce que moi, j'ai quand même la chance de sortir souvent du pays. Donc, quand je pars souvent dans des pays, je vois que, comparé à notre pays, ces consommateurs sont à l'aise par rapport au coût de la connexion, par rapport au coût de l'appel. Donc, avec l'affaire Wave, parce que nous, on s'est dit, pourquoi demander à une entreprise qui veut soulager les peuples maliens de s'aligner au prix des autres entreprises qui sont là des années durant, vraiment à soutirer de l'argent au peuple malien, je dirais, parce que on sait que ces entreprises-là ont beaucoup de marge. Ils peuvent vraiment faire des réductions. Je vais juste prendre un exemple. Par exemple, quand on prend le coût de l'appel, il y a 2 ans de cela, l'appel était à 140 francs la minute. Mais on a des personnes avec nous qui ont fait des études qui ont prouvé qu'il y a trop de marge. Et c'est à travers ces rapports-là que l'AMRTP a saisi les opérateurs pour réduire les coûts. Or, en ce moment, l'appel était produit à moins de 50 francs. Moins de 50 francs la minute, mais c'était vendu aux Maliens à 140 francs. Plus de 100 francs de marge. Oui. Donc ça, c'était juste par rapport à l'appel. On a aussi pris le coût de l'Internet. Quand on va au Sénégal, avec 3000 francs, on a 25 gigas. Au Mali, les mêmes 25 gigas sont cédés aux consommateurs à 10 000 francs. La marge est trop énorme. Non seulement les Maliens souffrent, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, on vient de citer certains problèmes. Il y a le carburant, le problème de carburant, d'autres problèmes. Mais si on ajoute aussi ces coûts élevés, or actuellement, on ne peut rien faire sans Internet. Tout se joue avec l'Internet. Même, je dirais, pour revenir un peu en arrière, je dirais que même pour soutenir peut-être les propos de Mme le ministre, il y a trop d'emplois qui ont été créés. Maintenant, ces dernières années, on a vu qu'il y a trop d'entreprises qui se sont créées sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de ventes en ligne. Tout s'est fait avec l'Internet. Raison pour laquelle nos autorités vraiment doivent accompagner cette dynamique-là pour pouvoir réduire les coûts. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi. Mais avec ces ventes en ligne maintenant, avec la facilité, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues des créateurs de contenu, qui gagnent leur vie maintenant sur les réseaux sociaux, grâce à l'Internet. Mais c'est très élevé.
Donc, par exemple, quand on prend aussi la fibre optique, la même société, je vais donner, permettez-moi de... Bien sûr, allez-y. Par exemple, quand on prend, c'est la même société, hein, je vais taire les noms des sociétés, mais quand même la même société qui offre 10 mégas aux Maliens à 15 000 francs, 40 mégas à 24 000, 60 mégabits à 35 000, la même société offre en Côte d'Ivoire 100 mégabits à 20 000 francs, 200 mégabits à 25 000 et 300 mégabits à 30 000 francs. Les 300 mégabits... Le même opérateur installé au Mali, installé en Côte d'Ivoire. Les mêmes opérateurs donnent 300 mégabits à 30 000 francs aux Ivoiriens. Mais chez nous, c'est les 60 mégabits qui coûtent 35 000 francs. Même les 300 mégabits sont moins chers par rapport aux 60 mégabits du Mali. Ça, c'est par rapport à la fibre optique. Quand on prend aussi les coûts de la téléphonie mobile, comme je l'ai si bien dit, au Sénégal, les 25 gigas sont serrés à 3 000 francs. Au Mali, c'est avec 10 000 francs qu'on a les mêmes 25 gigas. Et la même société donne 1000% de bonus aux Sénégalais, mais au Mali, nous, on n'a jamais eu même 300%. Donc, c'est des inégalités que nous voulons vraiment combattre. Nous, les Maliens nous ont connus à travers la lutte contre l'injustice sociale. Donc, nous sommes toujours dans cette dynamique-là. Parce qu'on voit que vraiment, c'est quelque chose d'injuste. Parce que la même société ne peut pas... Il faut être équitable, quoi. C'est vrai, ils vont dire que les réalités des pays ne sont pas les mêmes. On n'en disconvient pas. Mais ne serait-ce que, regardez, ne serait-ce que les promos. Pourquoi donner 1000% dans un pays et donner juste 200% dans l'autre pays? C'est la même société. 3 000 francs aussi, 25 gigas, 10 000 francs. Mais il y a trop d'écart. Énorme. Il y a trop d'écart. Et toutes les données prouvent que la réduction est possible. Comme je l'ai si bien dit, on travaille avec des cadres, on travaille avec des intellectuels, des professeurs d'université qui sont spécialistes dans ces domaines-là, qui ont prouvé par A plus B que la réduction est possible. Voilà. Et Téli, avant qu'on aille un petit peu plus loin, votre avis sur ce coût? Oui, mais moi, en réalité, il y a de cela quelques jours, pratiquement toute la toile est inondée de ça. Que tu le veuilles ou pas, tu vas le voir, parce qu'en réalité, c'est un problème qui concerne tout le monde. Ils viennent de le dire, il y a beaucoup d'emplois qui ont été créés. Les créateurs de contenu, il y a certains qui, à travers ça, gagnent leur vie, à travers la connexion. Quand tu coupes la connexion, c'est un problème aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Et voir l'écart la société dont on parle peut-être, voilà, qui existe au Mali, l'écart avec les autres pays, vraiment, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Malgré que, peut-être certains, moi j'ai suivi une fois un documentaire où on disait que l'installation, peut-être c'est des pays côtiers, les installations qui sont, je sais pas, sous l'océan et autres, voilà, c'est plus accessible, c'est vrai. Mais quand tu compares les prix, c'est énorme. C'est énorme. C'est important aujourd'hui qu'on fasse le lobbying, qu'on fasse le plaidoyer pour que la situation puisse évoluer. Moi, il y a de cela quelques années en Côte d'Ivoire, il y a un ancien député, Assalé Tchimoko. Oui, j'ai même partagé ça sur l'intervention. Assalé Tchimoko qui avait même initié, je pense que c'était 72 heures. Je pense il est temps aujourd'hui qu'on se lève contre cette injustice. Je dirais que c'est une injustice en réalité. Oui. Il a la possibilité de le faire, il a la possibilité de réduire, mais cela n'est pas fait. Et c'est le contribuable, c'est le Malien, c'est le citoyen malien, lambda malien qui souffre aujourd'hui de cette situation. Donc moi je pense aujourd'hui que c'est une chose on tient le bon bout. Parce qu'aujourd'hui, avec le plaidoyer, les lobbying qu'ils sont en train de faire, et nous allons tous nous immiscer, nous allons tous nous engager dans ça pour que nous puissions, pour qu'au moins qu'on puisse avoir une réduction, même si ce n'est pas un prix de la équitable, qui est au moins voilà, un prix qui sera vraiment accessible aux Maliens. Comment les Maliens peuvent réellement prendre conscience? Il y a une bonne partie qui prend conscience, il y a une autre partie qui n'est même pas conscient de ça, parce que quand on va sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est qu'il y a vraiment une bonne communication, parce que vous faites vos communications en bambara. Oui. Donc, ça veut dire que même le citoyen lambda qui n'a pas eu un niveau scolaire peut savoir de quoi on parle. Mais aujourd'hui, comment les citoyens doivent en prendre conscience et
qu'est-ce qu'on attend réellement de cette prise de conscience, en fait? Ok. Merci vraiment. Comme vous l'avez aussi bien dit, nous, on essaie quand même de toucher le maximum de Maliens. Et à vrai dire, au jour d'aujourd'hui, on est quand même parvenu à toucher le maximum. Parce qu'on a lancé une pétition en ligne, ça concerne ceux qui sont instruits. Déjà, je peux dire que c'est une première au Mali. Actuellement, on est dans les 16 000 signatures en moins de 15 jours. Voilà, c'est vrai, peut-être que comparé au nombre d'abonnés, les gens peut-être peuvent dire que non, c'est pas aussi que ça, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent signer mais qui n'ont pas d'email. Parce qu'on ne peut pas signer une pétition sans email. La plupart des consommateurs n'ont pas d'email. Les gens nous appellent en longueur de journée. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire la pétition, tout. On a mis beaucoup de stratégies en place. Comme je l'ai si bien dit, on a un comité scientifique en place qui est composé de tout genre de personnes, des journalistes, des cadres, des professeurs d'université, tout. Donc, on réfléchit. Chaque fois, nous, on amène une autre stratégie qui n'a jamais été réalisée au Mali. Parce que quand ils ont commencé à voir Internet juste Mali, Internet juste pas, peut-être ils ont cru que ça allait être comme les autres années. Les gens ont décidé juste de boycotter. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas un éveil de conscience digne de ces noms. Donc nous, on a quand même misé sur ça d'abord. Comme je l'ai dit bien, moi, ma spécialité, c'est ça. Des Cailles à Tombouctou, j'ai servi dans toutes les villes du Mali. Uniquement sensibiliser pour un changement de comportement. Donc, on a voulu quand même capitaliser ces compétences, voilà, pour essayer quand même de sensibiliser la population. Parce que tant que la population ne voit pas son intérêt dans quelque chose, la population n'adhère pas. Maintenant, c'est indéniable. Tous les Mali a un intérêt commun. C'est la réduction des coûts de l'Internet, que ce soit la fibre optique, que ce soit l'Internet mobile. Donc, raison pour laquelle, pendant un mois, on a misé que sur la communication. Et on continue avec la mobilisation, mais tout en continuant avec d'autres stratégies. Aujourd'hui même, on a quand même officialisé la chose. On est parti déposer nos doléances, non seulement à l'AMRTP, chez Orange, chez Télécel, chez Move. Parce qu'ils ne peuvent pas dire, dans les jours à venir, ils peuvent dire qu'ils ne sont pas au courant. Mais on est quand même allé aujourd'hui déposer officiellement la correspondance pour dire que les Maliens demandent ça et ça. Donc, on a aussi lancé un appel citoyen à l'endroit du président de la République. On va quand même espérer que ses proches puissent lui faire parvenir voilà, l'appel, qui est un appel citoyen et puis qui est vraiment un cri de cœur du peuple malien. Donc, nous, quand même, on continue avec les activités. Et on pense quand même qu'actuellement, on est vraiment acculé parce que vraiment, il faut dire que les peuples adhèrent cette fois-ci. Moi, je ne dors même plus. Du matin au soir, le téléphone ne fait que sonner. Les messages, même ceux qui sont au fin fond du Mali, tout le monde est d'accord qu'il faut un changement. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai si bien dit, on ne peut rien faire sans la connexion. Rien du tout. Même les télés, les web TV, tout marche avec la connexion. Absolument. Donc tout le monde est d'accord. Même ceux qui ont vraiment quelque chose à gagner à côté. Mais ils savent que voilà, ça a l'air quand même, ils ont un intérêt dedans. Ben, souvent ils sont vraiment coincés côté contrat, ils ne peuvent pas nous rejoindre, mais voilà. Ça aussi on comprend. Vous avez quand même essayé de toucher la direction de la concurrence et tout pour leur faire état de cette inégalité des tarifs de la sous-région à ici, parce qu'on sait très bien que cette direction, et puis on l'a vu avec l'affaire Wave, où ils étaient vraiment à cheval. Donc, si on protège quelque part les sociétés, on doit aussi davantage protéger... Pour les consommateurs. Exactement. Demain, leur correspondance sera déposée, Inch'Allah. Comme aujourd'hui, on était un peu pris par le temps, on a quand même pu déposer les 4 courriers. Et demain aussi, on va continuer. Même dans l'optique, on est aussi dans l'optique de faire une demande d'audience dans certains ministères, notamment les ministères de la communication, qui est le tutelle, mais aussi au niveau du ministère de la réconciliation. Parce qu'actuellement, je dirais qu'il faut une réconciliation entre les consommateurs et les opérateurs téléphoniques. Lui, c'est son domaine. Et aussi, on a quand même besoin d'un ministre qui puisse officiellement donner notre appel au président de la République. Parce qu'on a lancé sur les réseaux. Officiellement, on pense qu'une copie d'IR doit lui être remise. Donc, je ne sais pas. On a quand même pensé aller vers le ministre de la Réconciliation pour lui mandater.
pour lui demander de faire quand même cet effort-là pour les peuples maliens, pour les consommateurs maliens, d'informer officiellement les présidents à travers l'appel. Ça a été lancé, mais on ne sait pas s'il l'a lu, parce qu'on ne sait même pas s'il est sur les réseaux sociaux. Bon, quand même, je sais qu'il y a des conseillers qui doivent s'occuper de ça, mais on connaît la réalité malienne aussi. Même souvent, si les conseillers sont au courant, les premiers responsables ne sont pas informés. Voilà. Sinon, on sait quand même que s'il est informé de cette situation, ils vont prendre des solutions, des dispositions pour soulager les peuples maliens. Concernant la pétition, votre objectif est d'atteindre combien de signatures? Bon, comme je l'ai si bien dit, au fait, nous, la pétition, c'était pour attirer l'attention. On n'a pas... Au départ, l'objectif, c'était quand même un minimum de 200 000 signatures. Mais après, on a vu que, comme je l'ai si bien, on a vu que la majeure partie de la population n'a pas d'email. Donc, c'est ça les soucis. Les sites de pétition qui existent sont tous des sites qui sont à l'Occident. Donc, c'est la réalité occidentale qui est là-bas. On a même fait des recherches, on n'a pas trouvé une manière, une autre façon de faire la pétition qui puisse être signée uniquement avec les téléphones. WhatsApp, voilà, on a cherché la solution. On sait que si on avait cette solution, on allait avoir des millions de signatures. Parce que là, les appels, le nombre d'appels qu'on reçoit, même quand vous voyez l'audience, l'audience qu'on draine ces derniers temps à travers ces sujets-là sur TikTok, sur Facebook, c'est des millions. C'est des millions de vues, c'est des millions de commentaires. Même ça, c'est une pétition. Moi, je pense qu'on ne doit pas regarder uniquement le nombre de signatures de la pétition, mais l'engouement que ces mouvements suscitent au sein de la population. C'est ça notre vraie pétition. Le nombre, c'est même incalculable. On a des millions de personnes qui sont avec nous. Certes, ils ne peuvent pas signer la pétition, et puis il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas aussi les vidéos ensemble. L'algorithme de Facebook et de TikTok fait de telle sorte qu'on peut faire une vidéo aujourd'hui, mais c'est 2 mois, 3 mois que des personnes voient cette vidéo-là. Donc il y a tous ces aspects-là aussi qui rentrent en compte. Mais quand même, nous, on demande juste aux opérateurs-là de ne pas uniquement regarder le nombre de signatures. Parce que les actions qu'on est en train de préparer, on ne veut pas arriver à ce point-là. Voilà. Vous êtes sûr de pouvoir aller jusqu'au bout de l'engagement concernant ça? Peut-être que parce qu'il y a certaines personnes aussi qui disent oui, on sait comment c'est au Mali. Hein, on commence un mouvement et puis après on a une notoriété, on laisse tomber le mouvement et puis voilà. C'est même un blocage pour nous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent même nous rejoindre mais qui pensent aux autres mouvements antérieurs. Mais bon, peut-être que je dirais que c'est vrai, les Maliens, les luttes maliennes ne sont pas faciles, mais chacun a sa façon de faire la lutte. Et la lutte, ou les différentes luttes que nous avons eu à mener au Mali, ceux qui nous suivaient savent que quand nous nous engageons dans quelque chose, tant qu'on n'est pas bloqué administrativement, on ne s'arrête pas. Quand on s'engage à faire quelque chose, parce que nous, comme je l'ai si bien dit, on s'est engagé vraiment à lutter contre l'injustice sociale dans toutes ses formes. Donc quand on s'engage dans quelque chose, sauf si on nous arrête administrativement ou juridiquement, sinon ce n'est pas à cause de l'argent. Tout le monde aime l'argent, mais chacun a sa vision, chacun a ses ambitions. Nous, on s'est décidé à s'engager. Sinon, on a été tellement intimidés, il y a eu trop de choses qu'on n'a même pas dit sur les réseaux. On a eu trop de choses peut-être à même cacher au peuple malien. Tout ça pour nous pousser à arrêter, de réclamer des choses pour les peuples. Mais cela ne nous a pas empêché de continuer. Donc que les peuples sachent que nous, on s'est engagés. Et cette lutte-là, Inch'Allah, on la fera jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Ce n'est pas des miettes qui nous fera dévier de cette trajectoire-là. Ce n'est pas quand même l'argent. Sauf si c'est les autorités même peut-être qui nous empêchent administrativement, comme ça a été le cas avec l'autre lutte. Voilà, sinon c'est un engagement constant. Et c'est pas maintenant. Peut-être que les gens ne nous connaissent pas. Moi, j'ai été délégué titulaire pendant 10 ans. Je n'ai fait que défendre la cause de mes collègues. J'ai eu tous les problèmes du monde. Donc c'est ma personnalité comme ça. Voilà, je suis quelqu'un qui est vraiment farouchement opposé à l'injustice.
Donc, raison pour laquelle je suis engagé comme ça. C'est ça. Merci beaucoup, M. Kane. M. Telly, toujours dans le même sujet, vous pensez que qu'est-ce que le citoyen doit réellement avoir comme action? Vous avez un peu dit, il faut des actions, il faut vraiment interpeller, toujours dans la légalité, hein, on le dit souvent, mais comment les citoyens, selon vous, peuvent être portés par ce mouvement qui est soulevé par M. Kane et puis avoir gain de cause de tout ça? En adhérant à la lutte, c'est une lutte noble. En adhérant à la lutte, il vient de dire la pétition, elle est trompeuse, hein, parce que il n'est pas donné à tout le monde d'avoir un mail. Mais aujourd'hui, s'il y avait un moyen, à travers WhatsApp seulement, pour accéder peut-être à la page et de donner son avis, je vous assure qu'on est en moins de 2 heures, on allait dépasser les 16 000 etc. Et voire même aujourd'hui, tu trouveras, moi je peux même dire que rares sont les Maliens qui n'adhèrent pas à cette idée. Mais ça impacte tout le monde. Même ce que vous dites, c'est là qui ont peut-être des petits avantages ou bien qui sont dans certaines prérogatives qui ne les permettent pas de s'exprimer, savent aujourd'hui, à fort intérêt d'eux-mêmes, savent que si la lutte aboutit, s'il y a une réduction, mais c'est bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique pour tout le monde. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on doit continuer avec le plaidoyer. Les pétitions la font partie des plaidoyers. Et aussi essayer de voir, les lettres ont été déjà déposées au niveau de certaines structures, mais essayer de voir aussi le département de tutelle en question. C'est important que le département soit saisi de la chose, parce que arrêter, c'est d'utilité publique, hein, ça concerne tout le monde. Et au-delà de ça, moi je suis sûr et certain qu'au point où nous en sommes aujourd'hui, on n'a jamais été à ce niveau-là. Au point où nous en sommes, je suis certain que cette lutte-là aboutira très bientôt. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et aussi, j'ai l'espoir aussi qu'il y aura d'autres opérateurs téléphoniques qui vont venir s'installer, parce que c'est important qu'il y ait une concurrence. Tout à fait. C'est vrai, nous sommes contre aucun opérateur économique, mais s'il y a la concurrence, s'il y a une plénitude, il y a assez d'opérateurs téléphoniques, voilà, je suis sûr certain qu'avec la concurrence, certains seront obligés de revoir leur prix, c'est sûr et certain. Bon, moi, juste pour ajouter un peu, au fait, c'est vrai, si on a de la concurrence, mais si les peuples aussi sont déterminés, ils vont forcément changer. Parce que tout se joue au niveau de l'engagement citoyen. Et comme vous l'avez aussi bien dit, aujourd'hui, c'est inévitable. Ces changements-là se feront, Inch'Allah, parce que les peuples sont déterminés. Mais comme je l'ai si bien dit, toujours il y a certaines personnes qui sont sceptiques, vu les autres luttes qui ont été achetées. Mais je vais profiter de ce plateau pour dire au peuple malien, nous qui sommes devant, les jours où on s'est assis, c'est le Coran qu'on a pris. Tout le monde a géré sur le Coran, on ne va pas trahir les peuples. Donc c'est un engagement, on n'est pas venu dans cette affaire-là pour de l'argent. C'est sur le Coran que chacun a géré, même lui qui est assis ici. Il n'est pas visible, mais il a géré sur le Coran. Tout le monde a géré sur le Coran. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de trahison. Il n'y aura pas de trahison. C'est un détail très important. Voilà. Ça, on n'a pas communiqué dessus. Mais je pense qu'il est arrivé un moment où le peuple doit être au courant. Parce que quand les gens pensent qu'arrivé à un certain moment, on va prendre de l'argent pour arrêter. Non, il faut que les gens sachent que nous, on a géré sur le Coran. On est déterminé à faire cette lutte-là et on s'est engagé à défendre l'intérêt du peuple malien. Voilà. Mais si aujourd'hui il y a une sourde oreille, malgré l'engouement que vous avez, malgré la volonté que vous avez, mais en réalité en face, on joue à la sourde oreille, on ne veut vraiment pas vous écouter, comment vous allez faire? Vous allez rester toujours dans cette même stratégie ou bien vous avez d'autres stratégies d'approche toujours légales? C'est important de quand même le signaler ici. Non, on est légaliste. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent de faire des marches. On dit non. Nous, on n'est pas là à mener des activités qui vont troubler la quiétude. On est légaliste. Comme vous le savez, même quand on nous a arrêté de notre récépissé, on a accepté. Il y a beaucoup de personnes qui se sont même proposées à prendre un avocat qui va défendre. Non, nous on s'est dit non. C'est quelque chose qu'on fait pour aider l'État. Mais si l'État même à travers les préfets a décidé de retirer notre récépissé, on va rester derrière les autorités. Mais il faut savoir que, comme je l'ai si bien dit, on a un comité scientifique en place. Il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent, qui sont... On est en train d'aller à crescendo petit à petit.
toutes les activités que vous avez vues, c'est les petites activités d'abord. L'autre chose, c'est ce que j'ai dit. En France, en 2024, il y a une société de téléphonie dont je tairai les noms, qui a perdu 2 millions et quelques d'abonnés et 1 200 000 abonnés juste en 3 mois. Parce que le peuple est déterminé. Quand le peuple est déterminé, les autorités suivent forcément. Ça, c'est un. Dédé, ces 2 jours-là, hier, je pense qu'il y a un opérateur qui a fait une publication qui a très choqué les consommateurs. Ils ont mis une photo le tronc d'arbre, baobab. Voilà, ils ont dit que les baobab, la force du baobab est dans ses racines. C'est vrai? Bon, peut-être que les gens ont mal compris, mais moi, j'ai compris dans un autre sens. Les racines, c'est nous. Donc, je pense qu'eux-mêmes, ils ont compris que leur force, c'est nous. C'est comme ça que moi, j'ai compris les messages. Maintenant, si nous sommes leur force et que nous demandons une réduction, mais ils sont obligés de nous donner cette réduction-là. Absolument. Qu'ils sachent qu'il y a beaucoup d'activités qui arrivent et on ne veut pas arriver à ce point-là. C'est ce que j'ai toujours dit. Nous, on ne veut pas vraiment une confrontation. Je sais qu'ils sont sages et ils vont aussi écouter les consommateurs. Parce que c'est 2 jours où, du moins, la semaine écoulée, cette semaine, et même ils savent. En 24 heures, nous, on a bousillé tous les systèmes. Ces jours-là, quand on a commencé à demander aux gens d'envoyer les messages appelés, mais ces jours-là, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des forfaits gratuits, des crédits gratuits. C'est vrai, il y a quand même une petite promotion. Non, pas les promotions. Apparemment, on dirait que ce sont les systèmes même qui bégayent. Il y a eu trop d'appels, trop de messages au même moment. Donc, il y a certaines personnes qui ont reçu des forfaits gratuits. Il y en a qui ont reçu des crédits gratuits. Vous pensez que le système bug? Mais les réseaux là n'ont jamais donné de forfaits gratuitement ou des unités de communication gratuitement. Jamais de la vie. Est-ce que c'est pas pour baisser aussi un petit peu? Non, c'est pas ça. Mais ils ne l'ont pas donné à tout le monde. C'était des erreurs techniques. D'accord. C'était des erreurs techniques. Voilà, donc quand même on va rester légaliste, mais on a beaucoup d'activités. C'est pas que, je sais, c'est ce que j'ai dit chaque fois dans mes communications, le peuple est pressé. Mais si on essaie d'aller très vite aussi, on va tout gâcher. Parce qu'il ne faut pas, nous on essaie de corriger les erreurs passées. Il ne faut pas qu'on tombe dans les mêmes erreurs qui, pendant 2015-2018, parce que même en 2015, moi-même j'ai participé, bon je n'étais pas dans l'organisation, mais j'ai observé les mots d'ordre. En ce moment, je servais dans une région. Ils ont demandé d'enlever les pistes, j'ai observé. Ils pensaient peut-être que nous aussi, on allait amener les mêmes systèmes, demander aux consommateurs. Même si on va aller vers ça, il faut que beaucoup de personnes adhèrent d'abord. Tout à fait. Nous, on est spécialiste de ces domaines, on sait que les changements de comportement ne peuvent pas être spontanés. Ça vient petit à petit et il y a des étapes à suivre. Donc nous, on va amener les peuples à un niveau où les jours où on va demander de faire une action, tous les peuples vont suivre. Il n'y a même pas de doute. D'accord. L'existence de ces sociétés-là dépend des consommateurs. S'il n'y a pas de consommateurs, les sociétés-là disparaissent forcément. Nous sommes les racines. C'est une évidence. En tout cas, on va observer ça de très près. Voilà, tout ce qui porte à mener un changement, en tout cas pour le bien-être des citoyens maliens. En tout cas, je pense que les citoyens, ils vont accueillir ça de manière favorable. Je pense que ça peut être un petit peu ça. Enfin, on va aller à notre dernier sujet. Il s'agit du Sénégal. Voilà, le Sénégal, notamment les supposés gagnants et ensuite destitués du trône de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Mais par contre, on a observé un match qui s'est déroulé à Paris, comme je le disais en introduction, le 28 mars dernier, sur la pelouse du Stade de France. Voilà, les Lions de la Teranga ont présenté la coupe lors du match amical contre le Pérou, ce match où le Sénégal a été victorieux avec un 2-0, voilà. On a regardé, on s'est dit, waouh, ça c'est une actualité quand même qu'on suit de très près. Le Sénégal va pas donner la coupe. Est-ce que ça a été une provocation d'agir ainsi sur la pelouse française? Votre avis? Oui, moi, à mon avis, je pense que ça a été une provocation, même si, en âme et conscience, j'allais réagir ainsi. C'est vrai, oui, c'est vrai. En réalité, après la décision, l'arrêt niveau de l'arrêt d'appel, en réalité, le Sénégal devrait se jouer dans la logique de réserve.
à ne pas exposer la coupe. Mais en réalité, c'est l'assentiment de bon nombre d'Africains. C'est l'assentiment de bon nombre parce que vu tout ce qui s'est passé depuis sur le terrain, jusque dans les coulisses, jusque par rapport à la composition de la commission qui a tranché au niveau de l'appel, en réalité, c'est tout cela qui a amené cette provocation, si je peux m'exprimer ainsi. Mais en réalité, le Sénégalais, au départ, c'était pas quelque chose qui était prévu. J'ai suivi l'intervention du secrétaire général de la Fédération de football du Sénégal, c'était pas prévu. Mais vu le contexte, vu comment est-ce que les choses se sont passées avec la FIFA, donc les Sénégalais se sont dit qu'en réalité, même si peut-être la décision de la TAS va trouver déjà que le Sénégal est en train de continuer parce que pour eux, même si la TAS donne raison au Maroc, dans leur tête, les Sénégalais sont les vainqueurs de la Coupe d'Afrique. Donc quelqu'un qui a cette mentalité ne va jamais aller faire profil bas. Il va toujours aller dans la provocation. Sinon, le Maroc pouvait faire de même. Le Maroc pouvait peut-être mettre une autre étoile ou bien, pas présenter une coupe, mais se présenter comme peut-être les potentiels vainqueurs. Mais vu que la chose est devant la juridiction suprême qui est le TAS, donc l'idéal c'était de faire profil bas. Mais en réalité, la CAF aujourd'hui est tellement décriée, cette organisation est même appelée à être changée, à disparaître et qu'on essaie de refonder, qu'on essaie d'avoir une autre organisation digne de ce nom qui va vraiment représenter le football africain. Merci beaucoup. Monsieur Kane, oui. Vous aussi, vous êtes un petit peu dans ce même sentiment oui. Ou bien non, juste observateur? Bon, le sentiment est partagé parce que moi, je dirais que même si on donne aujourd'hui la coupe au Maroc, il n'y a même plus d'engouement. Je ne vois même pas l'utilité de retirer la coupe à l'équipe sénégalaise et puis remettre cette coupe-là au Maroc. Il n'y aura même pas d'engouement. Certes, peut-être qu'ils peuvent se dire ils auront une étoile sur leur maillot. C'est symbolique. Mais l'engouement quand même que les Sénégalais ont eu les jours de la finale, jamais de la vie, le Maroc n'aura ça. Donc moi, je pense qu'il ne fallait même pas créer ces antécédents entre le Sénégal et le Maroc. Comme il a si bien dit, la CAF a vraiment merdé, je dirais. Je m'excuse du terme, mais vraiment la CAF doit être réformée. Parce que quand on regarde même les textes, je pense que la décision devrait être prise à la fin du match, mais pas quelques mois après le match. Voilà, donc il y a tous ces points-là à prendre en compte. Je pense que si c'est bien tranché, le Sénégal va juste garder sa coupe. Et ça sera juste quelque chose de malencontré qui s'est passé entre les deux pays, parce que c'est les pays frères aussi. L'organisation ne devrait pas quand même créer ces problèmes-là entre ces deux pays-là, parce que quand même ça va amener des rivalités, même entre les citoyens, donc ce n'était pas vraiment approprié. C'est ça le risque surtout. C'est ça surtout. Est-ce que, de votre avis, vous pensez que le Sénégal va rendre cette coupe malgré le résultat de la TAS plus tard, si la TAS confirme Oui, le Sénégal est tenu de rendre la coupe. Avec cette démarche. Si le tribunal arbitral tranche contre le Sénégal, le Sénégal est tenu de donner sous peine d'être sanctionné par la CAF et aussi de ne pas participer aux compétitions à venir organisées par la CAF. Donc, qui dit compétition à venir, tu vas punir tes clubs. Les clubs sénégalais ne pourront pas compétir sur la scène internationale. Ensuite, les équipes nationales sénégalaises, que ce soit des petites catégories, cadettes, juniors et autres, ne pourront pas participer. Donc, ça va en réalité jouer sur le football sénégalais. C'est les sanctions qui pourront être l'élément. Si par exemple on suspend le Sénégal pendant 2 ans de ne participer à aucune compétition africaine organisée par la CAF, donc ça n'est fini pour le football sénégalais pendant 2 ans. Peut-être qu'il faut aussi envisager peut-être cette démarche où ils sont prêts à aller pour ça, parce que ça ne dépend plus de l'équipe sénégalaise ou bien de la fédération sénégalaise, mais c'est l'engouement même de la population aussi. Cette chose, elle a dépassé le cadre sportif. C'est ça le problème. Oui. Donc le tribunal arbitral aujourd'hui va essayer, même je ne sais pas quelle sera la décision, je ne suis pas dans les petits secrets, mais quand même, je suis sûr et certain que pour mettre la balle à terre, il faut que le Sénégal garde sa coupe.
Parce qu'en réalité, la CAF aussi joue sa crédibilité. Si le Sénégal perd cette coupe-là, je suis sûr et certain que peut-être d'autres pays africains vont peut-être défier la CAF. Donc ce sera très 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 compliqué pour la CAF. Donc l'idéal, c'était d'en rester là sur le terrain à partir du rapport de l'arbitre. Parce que le rapport de l'arbitre n'a aucunement mentionné. Le secrétaire général de la fédération a partagé le rapport de l'arbitre où il n'a pas dit que les Sénégalais ont quitté le terrain. Il a dit que le match a été interrompu. Donc à partir de là, il fallait s'arrêter là. Mais la CAF a continué. Donc à partir de là, si le Sénégal aussi s'entête en gardant la coupe malgré la décision, la force reste à la loi. Oui, donc, mais la CAF, elle s'est entêtée parce que, évidemment, la Fédération royale du Maroc a quand même porté tout ça et puis a allé regarder les textes. C'est les textes sur lesquels la Fédération royale du Sénégal s'est appuyée. Oui, même à partir du moment où il y a une requête marocaine, mais la décision en première instance, le Sénégal a gagné. Il ne faut pas qu'on l'oublie, le Sénégal a gagné parce que la décision, la motivation de cette décision, où ceux-là qui ont tranché, ont parlé du rapport de l'arbitre. Du rapport de l'arbitre. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas. Le premier concerné, c'est l'arbitre. C'est son rapport qui est d'abord étudié. Oui. Donc, à partir du moment où le rapport de l'arbitre n'a pas fait cas de retrait du Sénégal, ils ont juste dit que le match a été interrompu. Le gars, il a juste dit, le monsieur, s'il vous plaît, a juste dit que le match a été interrompu. Donc à partir de là, tout ce qui s'est passé en appel, bon, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas, qui peut-être sortiront après en appel, mais quand même, l'idéal, ce qu'on espère vraiment est que le tribunal arbitral tranchera en faveur du Sénégal en cassant l'arrêt donné par la Cour d'appel. Téléspectateurs de Vendée TV, nous arrivons à la fin de notre entretien du jour. J'ai le plaisir d'avoir comme invité sur ce plateau Monsieur Binet Telli. Il est leader d'opinion, membre du consortium des organisations civiques et patriotiques des jeunes et des femmes. Monsieur Telli, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se dit sûrement à la prochaine. Été des nôtres. C'est moi qui vous remercie en espérant avoir une invitation dans les prochains jours à venir. Second invité sur ce plateau, téléspectateur, est Monsieur Yacouba Kane. Il est spécialiste en communication pour le changement social et comportemental. Voilà, il est également président et fondateur de Remakos. Monsieur Kane, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Inch'Allah, ça a été un plaisir. On se dit sûrement à la prochaine. Téléspectateurs de Mandé TV, merci beaucoup de votre fidélité. Allez-y également sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV Reflet du Mali. On se dit à la prochaine pour un autre entretien sur ce même plateau, même jour, même heure. Je salue également la régie qui a assuré cet enregistrement. On se dit à la prochaine.